Cadres et agents de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD sont sur la table de négociation. Au centre des discussions, les problèmes relatifs au cadre organique et aux structures de la DGRAD d'ordre administratif et social, ainsi que ceux liés aux effectifs. Objectif, mettre fin aux maux qui freinent le fonctionnement de la cadette de régie financière et qui influent négativement sur la mobilisation de recettes et pour ainsi améliorer les conditions socio-professionnelles de tous les acteurs concernés. Les détails dans le corps de cette émission. Échange mutuel d'informations entre les administrations douanières de la sous-région. La République démocratique du Congo vient de rejoindre l'Angola et la Zambie en signant les plans d'action de coopération douanière, lutter contre la fraude douanière, la contrebande, afin de mieux sécuriser leurs frontières douanières par la construction et la modernisation des infrastructures douanières adéquates répondant aux normes de l'OMD en est le but ultime. À ce propos, vous suivrez Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, directeur général adjoint de la DGDA en charge de l'administration et des finances, qui relève l'importance de ces documents pour la DGDA et pour les pays. Fiscalité et développement dans une présentation de Didi Mavambunombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des questions économiques, finances publiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Nous démarrons notre magazine à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD, où les cadres et agents sont depuis le lundi 10 juin en travaux de la commission chargée d'examiner les problèmes sociaux et administratifs du personnel. Ces assises qui se déroulent à Safari Beach dans la commune de Lantsele permettront aux participants de réfléchir pendant 2 semaines sur 3 points essentiels, notamment le problème relatif au cadre organique et aux structures de la DGRAD d'ordre administratif et social, ainsi que ceux liés aux effectifs. L'objectif étant d'améliorer les conditions socio-professionnelles des mobilisateurs des recettes non fiscales de l'État. Filochole Bapeke Unkanye, Fonfon Makitudoma. Nous sommes à Safari Beach, dans la commune de Lantsele, à 60 km du centre-ville de Kinshasa. C'est ici qu'environ 100 cadres et agents de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD, composés des directeurs provinciaux et centraux, chefs des bureaux, chefs des divisions, ainsi que le président de la délégation syndicale, membre de la commission ad hoc, examinent minutieusement le problème social et administratif au sein de la régie financière. Objectif et d'éliminer tous les maux qui dérangent les fonctionnements de cette institution afin de trouver des pistes de solutions en vue d'améliorer les conditions des travailleurs pour une bonne mobilisation des recettes non fiscales de l'État. Cette rencontre fait suite aux recommandations en rapport avec les ressources humaines contenues dans les rapports finaux de la conférence des directeurs de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, édition 2018, qui a institué une commission chargée d'examiner le problème administratif et sociaux du personnel. À l'issue de cette rencontre, 17 dossiers sont traités. Il s'agit notamment de l'ignorance des dispositions statutaires et réglementaires sur l'avancement en grade des agents et à obtenir des titres scolaires ou académiques en cours des carrières ou encore après une longue période de prestation. Régulation de la situation administrative des diplômes de l'École nationale des finances, l'expiration du mandat des délégations syndicales de cette régie financière, inadéquation entre la fonction assumée et les grades de certains agents, non-dépôt par les agents des pièces relatives à leur situation administrative, pour ne citer que cela. À l'ouverture de ces travaux, le directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD, Magui Sambi Kukutwe, a exhorté les participants au sens des responsabilités en étant justes et loyaux pour régler tous ces problèmes. Puisque chacun a un rôle à jouer dans cette institution que nous appelons les GERAD. Si la salle est pleine, c'est puisque nous nous sommes dit on se donne toutes les chances d'avoir
toutes les informations qui peuvent nous aider. On se donne toutes les chances de réunir toutes les intelligences. On se donne toutes les chances de réunir tout ce qui constitue nos archives, puisqu'on n'en a pas. Pour sa part, le président de la commission ad hoc, Edmond Sadiki Mungwande, a insisté sur la rationalisation des ressources humaines. Il pense que l'objectif poursuivi sera atteint. La raison de notre présence ici, c'est d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et cela, in fine, va nous permettre de rationaliser la gestion des ressources humaines de la DGRAD. Prise en charge des agents à partir du recrutement jusqu'à la retraite. Et entre ces deux périodes, il y a des problèmes d'avancement en grade, il y a des problèmes de soins médicaux des agents, et ainsi de suite. Il y a tellement beaucoup de problèmes, mais nous sommes bien décidés à y arriver, et surtout la haute direction de la DGRAD a fait la démonstration de la volonté qu'elle a pour que ce dossier-là finalement puisse trouver solution. Parce que ça fait plus de 15 ans, 20 ans que ce problème-là revienne. Ils sont devenus récurrents. Nous devons y mettre fin. Donc il faudra que l'organigramme actuel soit proposé à la modification pour que ça concorde avec les effectifs actuels. Signalons que plusieurs années après la création de la DGRAD, il a été constaté de multiples irrégularités consécutives à l'ignorance et à la mauvaise interprétation et la non-application de la loi numéro 81-003 du 17 juillet 1981. La République démocratique du Congo vient de rejoindre l'Angola et la Zambie en signant le plan d'action de coopération douanière entre les trois États, et c'est dans le but de mutualiser les échanges d'informations entre les administrations douanières de trois pays pour lutter contre la fraude douanière et la contrebande transfrontalière afin de mieux sécuriser leurs frontières par la construction et la modernisation des infrastructures douanières adéquates répondant aux normes de l'OMD. C'est le directeur général adjoint des douanes congolaises en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, représentant le directeur général de Rugwiza Maguera Empêché, qui a apposé la signature au bas de ce document pour le compte de la RDC. Il a fait la restitution de ses assises au micro de Jérôme Sekana Penepapa. L'Angola et la République démocratique du Congo sont des pays frontaliers. Mais il y a aussi la Zambie, parce que nous devions aller signer le plan d'action qui avait été élaboré du 12 au 14 février par l'administration des douanes de la République Zambie et l'administration des impôts et douanes de la République d'Angola. Nous sommes allés parce que la dernière fois, lorsque les deux se sont réunis, nous n'étions pas de là, mais indépendamment de notre volonté. Nous avons voulu maintenant apposer une signature sur le plan d'action qui avait été élaboré à ce sujet, que nous avons quand même trouvé utile parce que ça nous était parvenu par voie diplomatique. Nous l'avons adopté et nous sommes allés vraiment signer cet accord-là. Comme vous savez, nous partageons une longue frontière et d'ailleurs nous, de notre côté, la plupart des marchandises que nous recevons, ça vient soit de l'Angola, soit de la Zambie, mais aussi des autres pays, bien sûr. Mais là, ce qui était important, c'est que nous devions signer ce plan d'action qui ressassait un grand nombre de problèmes, des difficultés que nous éprouvons, notamment rendre adéquates les infrastructures à nos postes frontaliers. C'est ce que nous avons déjà commencé pour nous au Congo, de pouvoir adapter nos infrastructures aux infrastructures des autres pays, notamment à Kasumbalé, ça vous avez vu, et en Angola, enfin, vers Lufu, vous êtes en train de voir ce que nous sommes en train de faire là. Mais aussi échanger les données et les renseignements sur le flux des marchandises. Et nous devrions aussi renforcer la coopération entre les différentes directions provinciales, donc c'est-à-dire les différents ressorts des bureaux de douane situés de part et d'autre de nos frontières. Mais nous devrions également promouvoir l'interconnexion de nos systèmes. Vous savez, nous sommes tous dans le système actuellement avec la Zambie et même l'Angola. Ils sont dans Asikuda, nous sommes dans le Chidonao, au fait, c'est le même système. Nous devons interconnecter nos systèmes pour que les échanges soient beaucoup plus faciles et que nous puissions contrôler les mécanismes de passage de marchandises.
mais aussi nous devons promouvoir les actes liés aux patrouilles. Donc il faut qu'on effectue plusieurs patrouilles de surveillance de nos frontières communes, des patrouilles mixtes. Le long de nos frontières communes, il doit commencer à se passer des patrouilles mixtes de part et d'autre. Mais aussi, nous voulons améliorer les procédures lors du passage de marchandises. Par exemple, nous sommes en train de voir comment nous pouvons installer des postes à contrôle juxtaposés, à arrêt unique, de façon à nous permettre de raisonner tous ensemble selon les recommandations de l'Organisation mondiale de douane qui nous demande de pouvoir opérer sur base de frontières dites SMART, c'est-à-dire surveillance des frontières, c'est-à-dire mesurer la performance, c'est-à-dire aussi automatiser les procédures, c'est-à-dire gérer les risques, mais aussi utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais là, nous venions maintenant d'apposer la troisième signature qui était très importante. Et au mois de septembre ici, nous avons prévu une autre réunion en vue de la mise en œuvre et du début de toutes ces opérations. Et sinon, de façon bilatérale, certaines actions sont déjà menées sur terre. Bon, qu'est-ce que la DGDA, la République démocratique du Congo et surtout les opérateurs économiques vont tirer comme dividende? À quoi toutes ces résolutions et recommandations profitent par exemple à la République démocratique du Congo? Tout cela, c'est dans le cadre, d'abord, de pouvoir promouvoir le climat des affaires, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de tracasseries au niveau de nos frontières. En élaborant, en adaptant nos infrastructures aux standards internationaux, c'est que nous facilitons en cela le passage des flux. D'autre part, nous devons aussi échanger des informations qui sont importantes pour non seulement les flux commerciaux, mais aussi la sécurité de nos frontières communes. Mais nous devons également, compte tenu de notre frontière commune, échanger des informations relatives aux marchandises illicites ou certaines normes qui devraient être adaptées à ce que nous sommes en train de poursuivre comme objectif commun. Vous savez que la douane, les services de douane, comme les services d'impôts Angola, parce qu'en Angola c'est les impôts et les douanes ensemble, et même en Zambie, ce sont aussi des régies financières. Lorsque nous pouvons facilement capter les informations sur la marchandise, nous allons améliorer la qualité de la mobilisation des recettes. Le document intitulé « Le protocole du voyageur à l'aéroport de Njili à la base de la fraude douanière à grande échelle dans ce poste frontalier entre le 30 avril et le 20 mai de l'année en cours. 5 cas majeurs de sorties irrégulières de millions de dollars américains non déclarés à la douane congolaise ou à la Banque centrale du Congo ont été signalés. Des inciviques, de surcroît agents de certains services commis au contrôle à l'aéroport sont au cœur de cette mafia qui saigne à blanc l'économie du pays par de fuites importantes de devises étrangères. Ces inciviques se sont arrangés à travers ces fameux documents d'exclure la douane dans tous les circuits de départ des passagers vers l'étranger. Pourtant, un aéroport international est d'abord douanier par excellence. Nombreux sont ceux-là qui demande au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut mettre fin à la corruption sous toutes ses formes, de donner des instructions fermes pour supprimer ces documents qui favorisent la fraude et la corruption à l'aéroport de Njili et fait échapper au trésor public congolais d'importantes recettes. Pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts causés par ces documents qui saignent à blanc l'économie du pays, nous vous proposons de suivre ces reportages exclusifs. Michel Wangilokwa et Étienne Abengakumba ont pu accéder au coin et recoin du plus grand aéroport du pays. Suivez. Le cœur névralgique de la fraude douanière à l'aéroport de Njili, c'est le PIF, le poste d'inspection et filtrage situé derrière cette vitre teintée. C'est le lieu de contrôle des bagages à main pour les voyageurs qui quittent le pays. Un local où vautours et autres rapaces
veillent au gré pour faciliter la fraude, loin des régals gênants. Pour eux, l'État n'existe pas en RDC. L'État, c'est eux car ils font régner les lois du désordre avec force. Malgré nos autorisations, nous sommes stoppés par de nombreux agents qui surveillent les lieux. Après d'intenses négociations menées par les sous-directeurs de la brigade douanière et lutte contre la fraude, Papi Lubota, et l'inspecteur des douanes Donatien Kassamba Kalonda, nous y accédons finalement. Les mafieux sont les mêmes partout, ils ne comprennent que la rigueur de la loi. Pour mieux comprendre le mode opératoire de la fraude douanière dans ces locales, allons à 20 mètres d'ici au poste de la douane chargé de la fouille des bagages des passagers qui doivent aller en soute. Alors que les douaniers tentent de passer au peigne fin le contenu de sa marchandise en soute, les passagers porteurs d'un colis suspect s'arrangent d'avance à déposer son bagage à main dans les toilettes. Le bagage ou colis est vite récupéré par un agent membre du réseau qui les dépose à son tour dans cette toilette des personnes invalides. Entre-temps, le passager fraudeur se repose paisiblement dans la salle d'attente, laissant le produit de la fraude aux bons soins des passeurs, membres de la pègre. Il passe la dernière barrière avec un bagage de diversion qui ne contient rien de compromettant à l'intérieur. Les deux complices se retrouvent embarqués dans ce bus comme le démontrent ces images prises en caméra cachée. Soit les colis récupérés dans le bus ou carrément dans l'avion et les suspects quittent frauduleusement le pays avec des richesses de la RDC dans ces valises sans payer les moindres ronds au trésor public congolais. Toutes ces opérations sont menées en l'absence totale des agents de la DGDA. Pour comprendre l'exclusion de la douane dans le circuit de départ des voyageurs vers l'étranger, nous sommes tombés sur ces documents qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il s'intitule « Le protocole du voyageur à l'aéroport d'Ndjili ». Un document de 3 pages qui détermine le nombre de services et des agents qui ont compétence de contrôle avant le départ des passagers du pays. Le protocole du voyageur exclut la douane au poste d'inspection et filtrage des bagages, à la salle d'attente, au salon d'honneur officiel, au salon commercial VIP et au salon d'honneur diplomatique. Cette anomalie administrative accentuée par les goûts du lucre pour certains agents des services spéciaux commis à l'aéroport continue à favoriser la fraude douanière. Ici, la fraude est devenue un véritable sport des routines. La légalité est une exception et la subversion est la règle d'or ici. Rien qu'entre le 30 avril et le 20 mai de l'année en cours, au moins 5 cas de fraude douanière majeure impliquant la sortie frauduleuse de millions de dollars américains du pays ont été signalés comme nous relate l'inspecteur de douane Minda Waminda. Sur un cas en date du 30 avril 2019, où il y a eu une saisie de 2 15 560 $. Le monsieur avait deux colis qui contenaient le fonds, qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration, ni auprès de la douane, ni à la Banque centrale. On aura compté au total 2 15 560 $ qui sortaient avec en partance de Dubaï sans aucune formalité requise. Le 15 mai 2019, nous avons eu une information sur une sortie illégale de fonds. Curieusement, le suspect a été contrôlé juste avant qu'il ne monte dans le bus, mais le fonds qu'on avait trouvé dans son sac n'était pas au-delà de 10 000 $. Alors c'était autorisé. Mais c'est par après que nous avons compris qu'il y avait une certaine complicité des autres services. Dans l'avion, il avait un autre colis supplémentaire différent de celui qu'il avait quand nous l'avons appréhendé au niveau de la salle de départ. Nous avons encore été informés en date du jeudi 16 mai d'une sortie illégale de fonds par une dame. Et tant que nous étions en train de discuter avec les autres services, les mêmes personnes ont profité pour faire monter la dame dans le bus et la dame a été embarquée. Nous avons vu encore l'image de la dame dans la salle avec le colis qui a été bien identifié par nous dans la salle de départ, en train de sortir du côté de la toilette des invalides. Nous avons vu un sujet indo-pakistanais prendre maintenant le colis que la dame détenait et monter directement dans le bus sans que le colis soit fouillé. Plus grave encore, les douaniers sont passés à tabac et humiliés en public par des agents d'autres services spéciaux ancrés dans la mafia à l'aéroport. Le jeune brigadier Mbouichani en a déjà fait les frais. Et quand la femme arrive au tarmac pour embarquer dans l'avion, et en bon brigadier, je voulais mettre ma main sur elle, c'est
en ce moment-là que je serai brutalement pris par les agents des autres services. Ils m'ont jeté dans les bus pour m'entendre à la nerf. Le directeur provincial de la DGDA Kinaïro, Robert Kilimuna, en appelle à l'implication des plus hautes autorités du pays pour stopper la fraude à l'aéroport de Ndjili. Même les services qui sont censés nous accompagner nous font parfois la guerre. C'est ce qui m'a fait dire tantôt que si au niveau de la hiérarchie, on peut considérer l'absence de la douane à tous ces postes-là comme étant un manque d'information, mais au niveau des services qui sont sur le terrain, la mauvaise foi, pour ne pas dire la complicité, est patente. Partout au monde, ce sont les douaniers qui sont maîtres des frontières. Ils ont autorité sur tout et portent même des armes sur eux pour défendre l'intérêt supérieur de la nation. En RDC, c'est tout le contraire. Les douaniers congolais ne portent même pas des armes individuelles sur lui. Pourtant, le législateur lui a déjà autorisé de les porter. Ces mafias empêchent les douaniers congolais de porter des armes pour fragiliser leur autorité. Il est temps de faire respecter la loi dans ces domaines en RDC. La théorie de l'acte contraire en droit voudrait que seul le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, en sa qualité du président du comité de supervision de l'ordre opérationnel, puisse modifier l'actuel protocole du voyageur à l'aéroport de Ndjili pour mettre fin à cette fraude, surtout en ce moment où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi veut mettre fin aux antivaleurs dans toutes leurs formes dans notre pays. Comme vous le constatez ces derniers temps, la haute hiérarchie de la DGDA qui dirige des mains de maître Dorougou Zamagira est en train d'exécuter à la lettre le mot d'ordre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui veut éradiquer toutes les antivaleurs dont la fraude et la corruption au cordon douanier. Un homme averti en vaut deux, dit-on. Le protocole du voyageur étant décrié doit se conformer sans délai à la législation douanière en vigueur. Les vieux démons de la fraude et de la corruption dans les postes frontaliers de la RDC n'ont plus d'autre choix que de se conformer aux nouvelles instructions. Sinon, ils vont tout simplement perdre leur poste avant d'être envoyés en enfer via la prison. Autre chose à présent, une dizaine de patrimoines immobiliers hypothéqués appartenant aux promoteurs de projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI sont désormais propriété de cet établissement public. À l'issue de batailles judiciaires, le FPI les a acquis par dations en paiement pour non-remboursement dans les délais échus de prêts contractés par ces opérateurs économiques insolvables auprès de cette institution publique. Je vous convie à suivre les détails dans cet élément réalisé par la cellule de communication du FPI. Depuis l'annonce par le Fonds de promotion de l'industrie en décembre 2016 des recouvrements forcés de ces créances, la Direction générale a mis en place un certain nombre de stratégies qui se résument entre autres par des mesures de contrainte de recouvrement appuyées par les cabinets d'avocats et les services spéciaux. Ces opérations qui se déroulent sont désemparées, aussi bien à Kinshasa, la capitale, qu'en province, ont déjà permis au FPI de réaliser plusieurs garanties hypothécaires et relever le taux de recouvrement de 5 à 38%. Ici, il est signalé que le portefeuille du FPI au 31 décembre 2016, avant l'arrivée de l'actuel staff managérial, affichait un tableau sombre de 99 projets totalement décaissés mais non réalisés, traînant des impayés de plus de 82 millions de dollars américains. Par ailleurs, le FPI s'est investi à fond afin de récupérer toutes ces créances pour lesquelles ses clients n'ont pas pu satisfaire ses exigences, autant en termes de cahier de charges présentés au moment de l'octroi du prêt, ainsi qu'au respect de l'échéance de remboursement convenue. Aujourd'hui, il existe réellement un partenariat solide qui a été établi entre le FPI et les instances judiciaires nationales en vue d'aider cet établissement public de l'État congolais à rentrer dans ses droits. Conformément au droit OHADA, le FPI arrive à réaliser des hypothèques. Des patrimoines immobiliers ont été acquis par dations en paiement et par voie parée dans plusieurs provinces du pays. Dans ce reportage, nous allons nous atteler essentiellement sur la ville-province de Kinshasa où, à ce jour, 14 immeubles sont récupérés. Le dernier en date étant Ruben Hotel, un immeuble de 4 niveaux situé dans la commune de la Gombe et appartenant au projet PIC.
Le promoteur de ce projet devait au FPI la somme de 1 914 000 $ américains. Et pour avoir dépassé le délai des échéances, le FPI a procédé au recouvrement forcé. Le spectacle est soit désolant, inoubliable pour certains, mais force demeure à la loi. L'on peut citer d'autres immeubles récupérés, en l'occurrence une villa d'un étage située au numéro 3807 avenue de la Gombe, appartenant à Tradexim Esperel. En effet, la promotrice avait obtenu un financement de l'ordre de 3 millions de $ américains pour réaliser une usine de purée de tomates et de jus concentré. Le dit projet n'a jamais été réalisé. À côté se trouve l'immeuble situé au numéro 146 de l'avenue de la Gombe, un bâtiment récupéré à la suite de la non-réalisation du projet Mediaprint. Enfin, au centre-ville de Kinshasa, dans la Gombe, se trouve également l'immeuble Metal Arum, situé au numéro 5 de l'avenue Nyuki, un bâtiment appartenant au projet Metal Arum. Le FPI a aussi récupéré un appartement hypothéqué au 3e niveau de l'immeuble Beautour. Il y a lieu de signaler le cas de l'immeuble Mojob, appartenant au projet Mojob, qui est situé au numéro 12 de l'avenue des Brasseries à Kinshasa Limité. Dans la foulée, l'on peut citer également un bâtiment de 2 étages à Binza Delvaux, situé sur l'avenue Bolobo à Kinshasa Ngalima. Une parcelle avec une maison d'habitation appartenant à l'établissement des Pharma à Lemba-Salongo. Le complexe Lokolé 1, 2 et 3 des établissements Lokolé, dont la commune de Lemba, sont aussi à citer. Un immeuble d'un niveau de JMC Service situé sur l'avenue Lukula, numéro 311, dans la commune de Bandalongwa. De ces patrimoines s'ajoute aussi une maison d'habitation de Boss Bulien, située au numéro 32 de l'avenue Ikuku à Lembarigini. Beldécor, c'est un immeuble d'habitation d'un niveau situé au quartier 8, avenue Mapela, numéro 11, dans la commune d'Ndjili. Parlons aussi des Recyclons, une parcelle avec une maison d'habitation située dans la commune de Ngiringiri. Terminons cette ronde par la concession Manoa, située à Kinkole et appartenant au projet Manoa SPRL. Cette concession de 21 hectares, acquise depuis 2015 par le FPI contre toute entente, le site était longtemps théâtre d'une spoliation. Et en septembre 2018, une opération conjointe avec l'hôtel de ville de Kinshasa avait déguerpi tous les occupants illégaux et le FPI a été rétabli dans ses droits. Sur ce site, il sera construit une cité moderne appartenant au Fonds de promotion de l'industrie. À ce jour, tous ces immobiliers qui ont été acquis par dation en paiement et par voie parée ont des titres de propriété au nom du FPI. Le FPI tient à préciser que ces procédures de recouvrement forcé ne tiennent pas compte des catégories des propriétaires. La sonnette d'alarme est ainsi tirée afin de ne pas politiser cette action menée par le FPI. Sans nul doute, d'autres débiteurs insolvables seront concernés dans le tout prochain jour dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé lancée par le FPI. À tous ces débiteurs, le FPI rappelle le jargon africain qui dit « le remède face à une créance, c'est de payer ». À bon entendeur, salut. Et puis dans le cadre du projet de renforcement du système de développement humain financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par la cellule d'exécution des financements des États fragiles, CFF, a diffusé les recommandations des études menées en faveur du ministère des Affaires sociales ainsi que de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Pour commencer, les coordonnateurs de ces projets en présentent les objectifs avant que l'essentiel de ces études soit expliqué par les chargés des opérations. Suivez. Le projet PRSDHU, autrement dit projet de renforcement des systèmes de développement humain, c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale à hauteur de 56 millions, dont 15 millions portés sur le financement initial. Et nous venons de recevoir un montant de 41 millions cette année en guise de financement additionnel, ce qui nous donne les 56 millions dont je viens de parler. Sa date de clôture, c'est le 31 décembre 2020 et son objectif de développement est d'appuyer les systèmes de gestion dans
les services de l'éducation et de la santé. En étroite cohérence avec l'objectif de développement du projet, il y a 3 composantes. La première composante porte sur les systèmes d'information de gestion dans l'éducation et la santé. À travers cette sous-composante, le projet appuie la cartographie scolaire et sanitaire. Le projet est en train d'élaborer une enquête sur les indicateurs de prestation de services, et aussi le projet appuie les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et la production des statistiques vitales. Ça, c'est globalement pour la première composante, donc qui porte sur ces 2 secteurs, secteur de la santé et secteur de l'éducation. En ce qui concerne la deuxième composante, le projet appuie les systèmes de médicaments essentiels efficaces. Son intervention est basée sur le soutien aux services étatiques, c'est-à-dire les services publics qui interviennent dans la réglementation, l'approvisionnement et les systèmes de logistique des médicaments essentiels. La troisième composante, qui est la dernière, porte sur les produits analytiques. Le projet prévoit de réaliser des études thématiques et sectorielles dans les secteurs de la protection sociale. Et à ce jour, 5 sur les 10 études qui doivent être réalisées ont été produites et sont en cours de vulgarisation. La composante 3 a 2 objectifs, j'ajouterai même un 3e, mais le premier, c'est veiller à ce que les ministères qui sont ciblés, notamment les ministères de l'Emploi, Travail et Protection sociale et celui des Affaires sociales, et des produits analytiques de grande qualité, de haute qualité, pour éclairer la décision et aussi l'élaboration des systèmes de protection sociale. Le deuxième objectif, c'est de permettre à la RDC d'apprendre et en même temps d'échanger avec les autres pays qui sont touchés par les conflits, les leçons apprises dans les systèmes de protection sociale. Ce projet, c'est un projet de renforcement des systèmes de développement humain. Et comme vous le savez, le développement humain est basé sur 3 domaines principaux. Nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons la protection sociale. Et notre but, c'est améliorer l'indice de développement humain de la RDC, qui est vraiment au bas de l'échelle, mais depuis que les actions du projet sont mises en œuvre, notre situation est en train de remonter. Comme vous le savez, l'éducation est bien organisée. Au niveau de la santé, c'est la même chose. Mais au niveau de la protection sociale, c'est chaque ministère qui essaie de s'organiser de sa manière en termes de sous-secteurs. Et je vous informe qu'à travers ces projets, nous avons financé l'élaboration d'abord de la politique nationale de protection sociale en 2015. Et en 2016, avec les autres partenaires techniques et financiers, nous avons financé l'élaboration de la stratégie et les budgets pour la protection sociale. Et donc, à l'instar des 2 secteurs qui sont bien organisés, ces projets contribuent à coup sûr à mettre en place un système de protection sociale. Les principales activités, ce sont les études, parce que les produits analytiques dont nous parlons sont issus des études qui sont menées dans le cadre de cette composante. Notamment au niveau du ministère des Affaires sociales, nous avons 3 études que nous avons réalisées. Premièrement, nous avons l'étude de faisabilité pour transformer les centres de protection sociale en centres d'action sociale, parce que nous avons vu que les centres de protection sociale actuellement ne jouent plus leur rôle. Alors il fallait qu'on puisse les orienter et voir comment est-ce qu'ils peuvent donner des réponses adéquates aux vulnérables qui présentent ces centres-là. Alors la deuxième étude, c'est l'évaluation de la vulnérabilité en RDC. Et la troisième étude au niveau des affaires sociales, c'est la revue des dépenses publiques en protection sociale. En fait, on voulait savoir quelle est la contribution de l'État et quelle est la contribution des partenaires techniques et financiers. Et nous avons des études que nous avons menées aussi au profit du ministère de l'Emploi, Travail et Protection sociale. C'est l'étude de la main-d'œuvre qualifiée. Et vous avez vu que il y a la main-d'œuvre étrangère qui est dans notre pays ici, et pour ce genre de travaux, on utilise parfois cette main-d'œuvre-là, alors que la main-d'œuvre qualifiée est là. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Après que cette étude soit menée, il y a
la coopération technique belge et d'autres partenaires techniques financiers qui sont justement en train de prendre les recommandations que nous avons formulées à l'issue de cette étude-là pour pouvoir renforcer les capacités de ces écoles-là, techniques, l'INPP, notamment, de telle sorte que chaque fois que les entreprises auront besoin de la main-d'œuvre, qu'ils puissent puiser dans cette main-d'œuvre qui est qualifiée et formée. Et la dernière étude, c'est l'étude des mutuelles de santé. Voilà un peu ce que nous avons mené. Mais en dehors de ces études-là, effectivement, par rapport au deuxième objectif qui est l'échange d'expériences, des connaissances, des leçons apprises entre la RDC et les autres pays qui sont frappés par les conflits, les gens ont effectué des missions d'échange d'expériences. Pour le compte de 2 ministères bénéficiaires, les directeurs d'études et de planification donnent les grandes recommandations qui découlent des études en faveur de leur ministère. Prenons l'étude sur la vulnérabilité en RDC. La recommandation phare, c'était la mise en place d'un observatoire national de la vulnérabilité. La vulnérabilité doit se suivre. Donc, il y a quand même des indicateurs pour pouvoir suivre le niveau des vulnérabilités. Donc, cela suppose qu'il faut une collecte des données, une mise à jour régulière des données, de manière à ce que l'on sache à quel niveau l'on est et quel type d'intervention il faut mener. Donc, par rapport à cette première étude sur la vulnérabilité, la grande recommandation, c'était la mise en place d'un observatoire. Mais en plus de l'observatoire, il y a une deuxième que d'aucuns oublient, c'est aussi un paquet minimum d'activités qu'on a pu définir pour chaque type de vulnérabilité. Deuxième étude, quand nous allons sur l'étude, moi je l'ai toujours trouvé l'étude phare, c'est-à-dire celle qui consiste à transformer les centres de promotion sociale en centres d'action sociale. Là, il a été démontré que les centres de promotion sociale, qui étaient censés être le point d'entrée, donc le point où l'action sociale doit être menée à la base, ce centre-là ne jouait plus son rôle régalien. Et donc, il a été décidé de recadrer, de revisiter le cadre organique de ces CPS-là. Et donc, on passerait, la recommandation, c'est que l'on doit passer des centres de promotion sociale en centres d'action sociale. L'autre recommandation, c'est qu'il faut construire, il faut réhabiliter, il faut équiper les centres d'action sociale que nous devons créer. À ce sujet, j'ai la fierté de vous annoncer que le ministère a négocié, obtenu de la banque le financement d'un projet que nous allons dénommer le projet d'inclusion productive, PIP, si tu voulais. Alors, dans le cadre de ce projet, les centres d'action sociale vont être réhabilités, vont être construits et tous ceux qui seront soit réhabilités, soit construits vont être équipés et son personnel va être aussi formé. La troisième étude, c'est la revue des dépenses publiques en protection sociale. Ce que l'on a remarqué, c'est que nous n'avons pas d'informations sur le flux financier qui circule dans le secteur de la protection sociale. Nous ne savons pas nous prononcer sur pourquoi telle province est plus affectée ou reçoit plus de financement que telle autre. Et nous ne savions pas dire, dans la protection sociale, soit-elle non contributive, il y a plusieurs thématiques. Pourquoi donner autant de ressources à telle problématique et non à telle autre? Donc, à la faveur de cette étude, une recommandation forte qui a été faite, c'est que nous devons désormais faire un suivi rapproché de nos états de dépenses en matière de protection sociale. Mais aussi, il faut accroître les ressources en faveur de ces secteurs parce qu'il a été démontré que 85% des ressources qui circulent dans ces secteurs proviennent des partenaires. Il n'y a que 14 qui proviennent du gouvernement. Encore que dans les secteurs du gouvernement, il y a 11 seulement qui viennent directement du gouvernement et le reste, c'est vraiment dans le cadre de l'initiative PPTE. Ce sont des études qui, in globo, quand on le croise toutes, on voit que si l'autorité publique y accorde l'importance, accompagne parce que jusque-là, c'est vraiment des recommandations, c'est un peu technique, ça a été validé certes au niveau politique, mais il faudrait vraiment mettre en œuvre
mettre en œuvre. Heureusement pour nous, je vous ai dit qu'il y a déjà dans le cadre de la première étude, il y a des choses qui vont être faites très très rapidement. Le ministère du Travail et Prévoyance sociale a présenté 2 études. Et la première étude, c'est un rapport avec le système de mécanisme de l'expérience des mutuelles de santé en RDC, qu'on a amené dans 4 provinces. Et la seconde également, c'était un rapport avec la main-d'œuvre qualifiée. Et cela a eu lieu dans 3 provinces. Et ça a commencé depuis 2016. Par rapport aux recommandations, je commence par la première étude. C'est établir la cartographie des mutuelles de santé en RDC, mais aussi leurs structures qui les accompagnent de façon professionnelle. La deuxième recommandation, c'est un rapport avec les structures qui accompagnent de manière professionnelle les mutuelles, les renforcer bien entendu, c'est-à-dire que renforcer celles qui existent, et là où ça n'existe pas, en créer d'autres, parce qu'ils ont un grand rôle à jouer par rapport à l'accompagnement professionnel des mutuelles. La seconde étude, c'est un rapport avec la main-d'œuvre qualifiée. Les mutuelles de santé, c'est un mécanisme par lequel l'État congolais veut bien quitter le système d'octroi de la politique et de projet social au système de contribution. Vous comprenez? Parce que vu la crise économique qui a frappé le pays et tous les problèmes avec les guerres et consorts, l'État n'est plus à mesure de pouvoir octroyer la protection sociale comme ça se fait dans les temps. Maintenant, il faut que les bénéficiaires puissent également mettre la main à la pâte, mais aussi les gouvernements, qui est l'employeur ou bien les responsables par rapport à la disponibilité ou bien à la protection sociale dans les pays. Et les mécanismes qu'on peut s'allier à ça, il y en a plusieurs parce qu'il faut d'abord qu'on puisse utiliser des acteurs qui sont suffisamment outillés, donc renforcer les capacités. Il y a les systèmes, prenons le cas des structures qui accompagnent les mutuelles, qu'il faut également renforcer. C'est une façon également de pouvoir mettre en pratique, n'est-ce pas, toutes ces recommandations, mais aussi les acteurs clés du secteur. Il faut les renforcer. Il faut les moyens, parce qu'on peut bien être très fort sur les plans de l'expertise, mais si tu n'as pas assez de moyens, tu ne feras rien du tout. Un communiqué de la CFF dans cette émission. Au terme d'un processus compétitif, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles a finalisé la sélection de la firme Strategos Group en qualité d'aménageur de la zone économique spéciale ZES pilote des Maluku dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet de développement des pôles de croissance ouest financé par la Banque mondiale. Le recrutement a bénéficié de l'appui d'un conseil en transactions de réputation internationale. Strategos Group devient ainsi un partenaire privé du gouvernement de la République démocratique du Congo qui devra, par ses activités, attirer des investisseurs privés sur la zone en vue de soutenir la croissance économique et la création d'emplois. À cet effet, il devra aménager les infrastructures physiques et fournir des services mutualisables dans un espace foncier sécurisé de 211 hectares, bénéficiant d'un cadre légal attractif et des procédures administratives simplifiées. Il assurera l'animation managériale de la zone, notamment par la commercialisation des droits d'occupation des différents terrains parcellisés auprès d'opérateurs économiques souhaitant s'y implanter pour développer leurs activités économiques et par la fourniture des différents services aux opérateurs économiques y installés. La zone économique spéciale pilote des Maluku a été créée par décret numéro 12/021 du 16 juillet 2012. Le site est situé à environ 70 km au nord-est de Kinshasa, en bordure du fleuve Congo et à proximité du couloir routier Kinshasa-Kikwit. Le périmètre total de la zone économique spéciale de Maluku englobe des terrains existants autour d'une ancienne aciérie appartenant à une entreprise publique dénommée la Société sidérurgique de Maluku, Sosider. Grâce à sa position multimodale sur le couloir Kinshasa-Kikwit, la ZES sera un élément moteur du projet des pôles de croissance. Fondée en 2005, Strategos Group est une holding internationale de droit colombien
dont les entreprises membres opèrent dans des domaines diversifiés d'activités, notamment la finance, la santé, l'énergie, les infrastructures, l'agro-industrie, les mines et les technologies de l'information. La holding a son siège social à Bogota, en Colombie. Strategos Group mettra en place une structure juridique ad hoc sous la forme d'une société commerciale des droits congolais qui, dans les cadres d'un Special Purpose Vehicle, SPV en sigle, sera dédiée au développement du projet. La régulation des zones économiques spéciales est assurée par l'Agence des zones économiques spéciales, AZES, conformément au décret numéro 15/007 du 14 avril 2015, tel que modifié et complété à ce jour. Ainsi, pour le démarrage de ces activités, Strategos Group signera avec cet établissement public un contrat d'aménagement dans les cadres d'un partenariat public-privé conformément à l'article 12 de la loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014 fixant le régime des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Que comprendre par les assurances? Quelle est l'histoire des assurances en RDC? Quel impact socio-économique pouvant avoir les assurances? Quel est le cadre juridique du secteur des assurances en RDC? Quel rôle joue l'ARCA dans le processus de libéralisation du secteur des assurances en RDC? À toutes ces questions et tant d'autres, voici les réponses. Bonjour. Nous sommes des agents de l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Nous allons vous parler de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Les assurances sont un moyen de se prémunir contre les aléas et risques de la vie. Elles sont très nécessaires dans notre quotidien. Elles consistent à payer un montant de manière régulière, que l'on appelle prime, afin d'être dédommagé entièrement ou partiellement quand le sinistre arrive. Les assurances sont une source de financement pour notre économie. Le secteur des assurances a été récemment libéralisé dans notre pays et ce processus est géré par l'ARCA. Il faut savoir que l'histoire des assurances en RDC a connu 3 époques. Depuis l'époque coloniale, de nombreuses compagnies d'assurance étrangères existaient sur le territoire, mais les primes qu'elles percevaient étaient envoyées à l'extérieur du pays, ce qui n'a pas profité à notre économie. En 1966, notre pays a connu la nationalisation du secteur des assurances et la création de la SONAS, la Société nationale d'assurance, qui était la seule société d'assurance autorisée à opérer dans notre pays. Ce modèle avec monopole, n'étant plus adapté à notre situation socio-économique, c'est donc en 2015, plus de 50 ans après, que le marché a été libéralisé avec promulgation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. La loi ou Code des assurances a prévu qu'une institution soit créée afin de conduire le processus de libéralisation et de mettre en place les conditions nécessaires au développement du marché libéralisé des assurances en RDC. C'est ainsi que fut créé l'ARCA par le décret numéro 16/001 du 26 janvier 2016. L'ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances, est un établissement public indépendant à caractère technique exerçant ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle veille à la protection des droits des assurés, aux droits des bénéficiaires des contrats d'assurance. L'ARCA réglemente le marché des assurances et contrôle les sociétés d'assurance. L'ARCA veille aussi à la solidité des sociétés d'assurance et à leur capacité à honorer leurs engagements. L'ARCA est le conseiller du gouvernement de la RDC en matière de régulation et de contrôle du secteur des assurances. À ce titre, elle a non seulement pour mission de traiter toutes les questions liées aux assurances en RDC, mais aussi de piloter le processus de libéralisation à travers l'exécution du Code des assurances. Mais qu'appelons-nous la libéralisation ? Nous définissons la libéralisation du secteur des assurances en RDC par les 5 éléments suivants. Un nouveau cadre légal, le Code des assurances, une autorité pour la piloter, mais aussi pour réguler, contrôler, animer le marché, l'ARCA. La mise en place de mécanismes multisectoriels pour assurer le fonctionnement de ce nouveau marché concurrentiel. La mise en place de mécanismes de protection des assurés et des bénéficiaires des prestations d'assurance.
l'introduction de nouveaux opérateurs d'assurance et la mise en conformité des opérateurs existants. Cela veut donc dire que nous avons de nouvelles sociétés d'assurance? Oui, bien sûr. Le marché étant libéralisé, il est donc permis à des nouvelles sociétés d'assurance de venir opérer en RDC. C'est donc la responsabilité de l'ARCA de donner les autorisations aux nouvelles sociétés d'assurance qui veulent travailler en RDC après étude minutieuse de leur dossier. Ce nouveau marché donne donc le choix à la population congolaise, non seulement sur un nombre varié de sociétés d'assurance, mais une gamme élargie de produits et services d'assurance. La vision de l'ARCA est de faire du marché des assurances en RDC un marché dynamique, inclusif, équitable, conforme aux standards internationaux. L'ARCA est le pilote de la libéralisation du secteur des assurances, l'arbitre du marché pour que celui-ci profite réellement à notre population et à notre économie. L'ARCA est opérationnel et le marché est ouvert. La grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci à Patience Fumli Yaboko Letambwe, Geneviève Mizegele Katengesia, Jocelyn Baba Lomba, Céline Bumba Angelani, Béni Loutaladio et Patrick Bala qui ont concouru à la réussite de ce numéro de fiscalité et développement. Merci de nous avoir suivis à Goma, Béni et Butembo dans la province du Nord Kivu. Le programme continue sur cette chaîne.